Première table ronde et avec un retour d'expérience des industriels sur l'identification et le marquage des dispositifs médicaux. Le but, c'est d'avoir la vérité vraie sur notre codification, sur notre identification, pour que tout le monde puisse bien appréhender le sujet après la partie technique de la première journée de cette matinée. Donc nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants pour cette table ronde. Et je vais tout d'abord vous présenter Pascal Cousin. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Il marche ? Il marche ? Tout va bien. Bonjour à tous, Pascal Cousin. Je suis directrice des opérations pour Stratégical, une société de conseil, mais je suis surtout une vieille du secteur du dispositif médical. Une experte du dispositif médical. Puisque je travaille depuis 25 ans dans ce secteur et c'est surtout que j'ai vu le règlement sortir de terre dès 2008. Et quand je vois les questions qu'on se pose aujourd'hui, je me dis qu'au final, on a toujours autant de problèmes pratiques à mettre en œuvre. Merci Pascal. Nous avons également Éric Panier-Détouche. Oui, bonjour. Donc, écoutez, je suis directeur des affaires réglementaires de la société 3M et aussi pharmacien responsable, ce qui me permet d'avoir une expérience dans la sérialisation du médicament et évidemment de connaître un petit peu ce qui se passe dans le monde du dispositif médical. Voilà. Et Éric Panier-Détouche est là également au titre du Comidan parce qu'il fait partie de la commission réglementaire du Comidan que nous remercions de participer également à cette journée. Et nous avons Étienne Granier. Bonjour à tous. Alors moi je suis en charge des sérialisations médicaments et de l'autre mouton à 5 pattes qui est l'UDI. Et après une vingtaine d'années au laboratoire TA comme responsable packaging, je venais de l'imprimerie et de la logistique, je me focalise sur ces projets de mise en place dans le monde entier et pas que pour l'Europe. Et avec le titre d'Étienne, vous pouvez voir Packaging Expert and Track and Trace UDI Yodamed Project Manager. Si vous avez des questions, vous pouvez venir le solliciter. Donc, pour cette table ronde, nous avons une personne qui va avoir une approche un peu macro, ce sera Pascal Cousin. Nous avons un distributeur, ce sera Éric Panier-Détouche, et nous aurons donc un fabricant qui va, en la personne d'Étienne Granier. Donc, nous avons prévu à la fin de cette séance une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à stocker vos questions pendant le déroulé de cette session et nos intervenants seront là pour répondre à vos questions. Donc, la première question, on a vu ce matin la complexité de la réglementation, la complexité aussi d'appréhender les standards GS1 pour pouvoir mettre en œuvre l'UDI. Et donc, pour vous, si on commence avec une approche macro avec Pascal, quelles sont les plus grosses difficultés rencontrées sur la mise en œuvre de l'UDI ? Alors, les plus grosses difficultés, on va dire qu'aujourd'hui, UDI est un système dont la volonté, lors de sa mise en place, c'était assez simple. C'était au final assurer la bonne traçabilité des dispositifs médicaux en Europe et de pouvoir, le cas échéant, mettre en avant des signaux faibles pour pouvoir les remonter en matière de vigilance et d'identifier les problématiques qu'on pouvait avoir sur les produits et les retrouver dans la chaîne de distribution. Ça, c'est le principe de base et c'est un principe de base qui est, somme toute, évident pour tout le monde. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve au final avec une chaîne d'opérateurs économiques qui sont fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs, avec des responsabilités qui leur sont propres par rapport à l'identifiant unique. Et vous croisez ça avec cette notion d'attribution, qui est quand même, OK, très bien, on a l'attribution pour les produits qui sont règlements, mais pour les legacy, ce n'est pas encore en place. Donc pour le fabricant, il y a déjà toute une démarche à faire pour cette mise en œuvre. Et puis on passe dans la chaîne de distribution avec l'importateur et le distributeur qui, lui, n'est pas forcément au courant, puisque le produit, il n'est pas forcément déjà avec son propre marquage UDI, mais il doit quand même vérifier qu'il y a bien eu une attribution. Donc on est sur toute une chaîne
de responsabilité et avec des systèmes de management de la qualité qui ne sont pas forcément complètement intégrés, notamment chez des distributeurs qui sont multimarques, par exemple. Donc, quand vous avez un seul produit avec un seul fabricant légal, le sujet est à peu près identifié. Quand ça devient multiple, aussitôt, on multiplie les problématiques et la compréhension du système. Aujourd'hui, j'ai refait le compte ce matin, on est rendu à 12 guidelines UDI, quand même, 12 MDCG, sans compter tous les guides, dont par exemple le guide récent qui vient d'être publié là, en avril 2022 pour Eudamed et UDI. Enfin, voilà, on multiplie les guides et aujourd'hui, concrètement, il faut avoir lu l'intégralité de ces documents pour avoir une compréhension et une vision globale de ce qui se passe sur UDI. Or, comme on le sait, dans le secteur du dispositif médical, en général, les ressources sont plutôt limitées et la capacité à lire l'intégralité des documents. Il y a plus de pages d'interprétation que de pages de la réglementation. Voilà, donc on a une vraie problématique par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, concrètement, ça doit s'intégrer dans une vraie stratégie d'entreprise, dans une stratégie réglementaire, mais pas que, puisque tous les secteurs sont concernés. La logistique, le réglementaire, le système d'information, les relations clients également. Donc on est vraiment sur un sujet très très global. Merci Pascal. Si on passe à l'aspect côté distributeur, Eric, quel est le constat ? Je dirais que, alors déjà, me concernant, le premier challenge, ça a été, et je pense que tout le monde est pareil, ça a été de bien comprendre la réglementation UDI. Voilà, pour voir les aspects, respecter les aspects réglementaires et comprendre derrière tout ce qui tourne derrière, c'est-à-dire tous les aspects pratico-pratiques qui ne sont pas forcément réglementaires, puisque derrière, on va parler d'identifiants sur les packaging, d'identifiants d'échange de bases de données, etc. Donc, on va déjà bien comprendre la réglementation et bien comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui va se passer derrière. Puisqu'en tant que distributeur, je dirais, je suis pris en sandwich. Bon, c'est pas péjoratif, mais entre les fabricants, il faut savoir que par exemple chez 3M, j'ai pas un fabricant, ça serait trop simple. On est déjà multifabricants. Donc ça veut dire à chaque fois des identifiants différents, des façons de travailler qui peuvent être différentes, un calendrier qui évidemment va non seulement être variable suivant, je dirais, la famille de produits, mais aussi suivant le fabricant, voilà, et suivant le secteur, puisque j'ai la chance de pouvoir travailler à la fois sur la ville, à l'hôpital et dans des secteurs, notamment, on en a parlé, le secteur dentaire. Voilà. Donc, avec des besoins qui sont complètement différents. Donc, c'est intéressant, enfin, ce qui est intéressant, c'est de savoir à la fois quelles sont les attentes, évidemment, de l'entreprise, mais aussi les attentes du client, de manière à ce que, en tant que distributeur, vous faites partie de la chaîne, je dirais, de la chaîne de distribution, de manière à que tout se passe bien. Voilà. Et donc comprendre aussi votre organisation interne pour savoir à qui vous devez vous adresser et faire remonter, je dirais, à la fois les questions de l'aval et je dirais la communication amont. Oui, tout à fait. Quand on a préparé cette table ronde, la chose qui était ressortie, c'était en effet aussi d'éduquer les personnes en interne et les clients en externe sur ces sujets de réglementation, parce que les questions fusent. On en parlera, voilà, ça sera la suite des questions, mais en gros, quand on vous demande UDI, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle, on a vu ce matin, UDI, ça veut dire plein de choses. Donc, est-ce qu'on parle d'UDI, du pays, de l'UDI basique, etc. Voire des notions qui sont complètement hors UDI, les codes EAN, etc., la LPP, voilà. Vaste sujet. Merci beaucoup Eric. Si on passe maintenant à l'approche fabricant avec Étienne, donc quels ont été les plus gros challenges rencontrés sur la mise en place de l'UDI ou qui sont encore en train d'être rencontrés ? Ils sont encore en train d'être rencontrés. Rien n'est acquis. Nous, notre périmètre, c'est toute l'Europe pour les medical devices et c'est aussi le monde entier puisqu'on a des medical devices qui partent à l'international au grand export. Ce qui est important puisque quelquefois ce sont les mêmes packs. Évidemment, comme Eric, comprendre la réglementation. Alors au secours, effectivement, on a eu 12 questions-réponses derrière.
Et donc il faut tous les lire pour comprendre l'évolution de l'interprétation de la réglementation. Moi, je vais vous parler en mettant mon bleu de travail, en étant très sur le terrain. Je vais essayer de vous provoquer pour que vous ayez beaucoup de questions derrière. Bon, on s'est interrogé sur ce qu'était un basic UDI, un UDI IDI, un UDI PI, etc. On s'est interrogé sur ce qu'était un legacy device. Alors la problématique du legacy device, pour moi, industriel, elle a été gérée d'une manière très simple. On embarque tout. Qu'on soit sous directive ou sous règlement, on embarque avec un UDI. De manière à ne pas être dépendant du délai de gestion des dossiers par notre organisme de notification et de se retrouver au 26 mai 2023 avec un medical device mince, sous règlement. Je pensais qu'il serait encore sous directive. Je n'ai pas prévu mon UDI. Voilà pour les legacy devices. Et puis c'est plus simple d'avoir qu'une seule méthode, qu'un seul SOAP pour gérer cette codification-là. Le PictoRef. Le PictoRef, la question que nous nous posons avec le réglementaire, moi j'appartiens à la direction supply chain, la question que nous nous posons avec la réglementaire, c'est ce PictoRef, nous n'avons pas de place pour le mettre. Est-ce que ce PictoRef peut être l'UDI-IDI? D'ailleurs, j'en profite pour poser la question. Très bonne question. Dans la liste des questions qui vont venir, est-ce que ce PictoRef peut être considéré, peut être remplacé par l'UDI-IDI? Et cette question-là, elle implique aussi beaucoup le réglementaire, parce que cette référence ou cet UDI-IDI, on le trouve dans un certain nombre de documentations, dans les dossiers déposés, dans les dossiers techniques. Et donc, le mettre ou pas sur mes artworks est un choix entre ces deux directions, supply et réglementaire. Côté, donc ça c'est comprendre la réglementation. Côté étiquetage, le premier problème, ça a été effectivement, Eric en a parlé très courtement, de transformer le AN13 en GTIN UDI. On l'avait déjà fait pour la sérialisation. Il faut peut-être qu'on explique, le AN13, c'est le code qui figure sur tous les produits que vous pouvez trouver en grande distribution. Le code à 13 caractères. Ça sera le symbole s'appelle le AN13. Avec le fameux GTIN. Avec le fameux GTIN. Et on le trouve souvent sous forme de code barre linéaire. Et donc pour la sérialisation médicaments, on nous avait dit, vous supprimez le code barre linéaire, tout passe par le data matrix. Heureusement qu'on ne l'a pas fait et qu'on a gardé le code barre linéaire sur la boîte. On va faire la même chose pour medical device, mais on a besoin donc de faire converger. Merci. De faire converger les références EAN13 avec le GTIN UDI et surtout de gérer toutes les autorités nationales qui nous demandent, enfin qui nous proposent des codes nationaux qui ne sont pas sous format EAN13 et donc on ne retrouve pas encapsulé dans un GTIN UDI. Pour des codes de remboursement, hein, c'est ça, pour des réglementations locales. Par exemple. Qui viennent se superposer du coup aux obligations d'identification. Les LPP locales, etc. On a aussi donc un problème de gestion des infos logistiques. Donc ça, c'est les codes barres linéaires qu'on a gardés. Et puis enfin, côté étiquetage, on a classiquement le problème des contraintes techniques qui sont trop petites, sur des packagings qui sont trop petits et qui nous posent des problèmes industriels avec nos sous-traitants de fabrication. Alors ça apparaît très très régulièrement. Nous avons beaucoup de questions au quotidien. Avec Valérie, nous répondons à beaucoup de sollicitations d'adhérents ou de non-adhérents qui se questionnent justement sur la mise en œuvre de l'UDI et des problèmes de place, des problèmes d'étiquetage et des fois des problèmes réglementaires qui dépassent le cadre de GS1. Nous sommes là pour tous les sujets de codification, d'identification, de traçabilité et on a beaucoup de questions autour du réglementaire et on voit qu'il y a énormément de sujets, c'est extrêmement vaste, la complexité est vraiment là. Alors un exemple concret, une même SKU, enfin une même référence, un même produit fini dans le circuit de distribution hôpital, dans le circuit de distribution pharmacie. Je n'ai pas assez de place sur mon primaire, donc je vais trancher en utilisant soit l'article 4.2, soit le 4.7. Ça devient technique là. Vous retrouverez 4.2, 4.7 et le 4.7 dit si vous êtes dans les pharmacies de ville, vous pouvez n'avoir que le HRI et le non-HRI. Si vous êtes à l'hôpital,
vous devez avoir l'AIDC et le non-achéri. Je ne peux pas, enfin, c'est le même produit, c'est le même primaire, donc il va falloir que je fasse un choix. Le choix, il est normalement pour mon réglementaire sur le plus gros volume qui est en pharmacie de ville. Et je leur dis, mais les hôpitaux ne pourront pas gérer un primaire, ils vont déboîter, ils vont enlever la boîte, ils vont gérer au flacon, et ils ne pourront pas gérer un flacon qui n'a pas de code barre. Donc ils vont réétiqueter. Qu'est-ce que va dire le marketing dans quelques mois? Je ne comprends pas, mes volumes de vente baissent. Ben, c'est normal parce que nos produits ne sont pas très facilement utilisables à l'hôpital, vu que nous n'avons pas un data matrix dessus. Voilà. Un exemple de problématique que je vous donne et que je vous laisse, et vos réponses sont les bienvenues. Le but aujourd'hui, ça va être en effet de partager sur toutes ces problématiques. On voit qu'il y a beaucoup de problématiques côté fabricant. Cette problématique-là, elle existe parce que lorsqu'on va recevoir notre inspecteur, il va falloir un argumentaire sur le choix, d'un côté ou de l'autre. Et de toute façon, on n'est en quelque sorte pas compliance, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Si ce n'est de dédoubler toutes nos SKU, toutes nos références produits. Oui, il y a un certain nombre de références qui sont... un certain nombre de références, et il y a ThéA. Une problématique industrielle qu'on appelle les minimum quantity order auprès de nos sous-traitants de fabrication qui n'acceptent pas de faire 500 boîtes sur une référence. Donc ça dépasse largement le cadre du réglementaire. On est bien d'accord? Oui. Merci pour tout cet exposé. Je pense qu'il y en a encore. Je parle beaucoup, mais je parle moins après. Je leur laisse plus la parole. Je vous pose une autre problématique sur la table qui est, par exemple, les reconditionnements. On a un UDI pour un modèle vente, on a un UDI pour un modèle échantillon. Quand on veut faire passer l'un de l'autre, actuellement c'est assez facile avec les vignettes échantillons. Quid maintenant de la traçabilité avec un data matrix et un GTIN UDI? C'est plus du tout les mêmes reconditionnements qui sont demandés. Et le même prix, et les mêmes disponibilités, et les mêmes temps pour le faire. Il y en a encore? Il pourrait y en avoir encore pour 3 heures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Notre business model, c'est effectivement d'avoir beaucoup de sous-traitants et de travailler avec les meilleurs sous-traitants de fabrication et de conditionnement. Or, ces sous-traitants mutualisent les lignes pour plusieurs fabricants, et quand on demande dans nos spécifications un UDI, eh bien, on peut nous répondre « Oui, mais les autres clients ne veulent pas comme ça. Sur cette ligne-là, ils le veulent comme ça. » Est-ce que c'est acceptable pour vous d'un point de vue réglementaire? Est-ce que c'est acceptable pour vous d'un point de vue marketing? En fait, c'est tout un tas d'arbitrages oui. Où des fois, chacun de vous peut se sentir un petit peu seul pour savoir de quel côté pencher. Eh bien, on va continuer du coup avec Étienne, il est bien lancé, vous avez remarqué. Donc en fait, il y a une grande complexité, on en est tous d'accord, et ça c'est démontré aujourd'hui, vous êtes très nombreux. À distance, nous avons dépassé les 300 connexions dans la matinée, donc c'est clair, il y a un vrai intérêt pour échanger sur ces sujets-là, parler bonnes pratiques et aller un petit peu plus dans le détail et dans le quotidien qui est le vôtre. Donc Étienne, si on continue, il y a des solutions? Ou est-ce qu'on va tout de suite se jeter dans la scène? Non, il y a des solutions. Alors, au laboratoire ThéA, on a fait le choix d'un mode de projet, donc qui est transversal évidemment, mais qui met en avant la logistique et la supply chain. C'est-à-dire que je suis chef de projet logistique supply chain, et pas réglementaire, pas qualité, ni IT. Petit clin d'œil à un autre fabricant dans la salle. Et pourquoi? Parce que ça avait très bien fonctionné pour la sérialisation médicaments. On a en supply chain et en logistique un principe de réalité très fort. On vient du terrain, on est sur le terrain, on regarde comment le terrain fonctionne et clairement, voilà, ce principe de réalité s'impose. Voilà. Ça on peut pas. Du pragmatisme. On a essayé aussi de donner de la cohérence, puisque quand nous modifions nos artworks, nous devons passer sous les fourches codines du département réglementaire, qui lui vient nous imposer des modifications pour le MDR. Et donc il a fallu trouver une pratique pour pouvoir faire de l'infographie qu'une fois, donc d'intégrer MDR et UDI une seule fois.
Je ne vous fais pas le calcul du nombre de références multiplié par le nombre de composants qu'il faut modifier pour intégrer l'UDI et le MDR. Donc de faire de l'infographie une fois. Le département réglementaire déposera pour le MDR auprès de l'organisme de notification. On croisera les doigts pour que tout ce qui est changé en texte MDR soit bon. Et nous, de notre côté, on prend ces artworks et on va partir en production pour mettre l'UDI. Oui, quand on avait échangé ensemble, Étienne, il y avait environ 700 artworks à retravailler, c'est ça? C'est ça. On a aussi mis en place un responsable de projet, des responsables de projet. Des responsables de projet MDR, des responsables de projet UDI et des responsables de projet OTC, puisqu'évidemment la vie continue et que le marketing veut aussi faire des modifications sur les textes et sur les designs. Donc on a aussi un super chef de projet au-dessus. Voilà. C'est du mode projet? Oui. Sur les différents services impactés. Oui. Quels sont les services impactés si on fait une liste des différents services qui peuvent être concernés? Doivent être embarqués dans le projet, en fait. Réglementaire, qualité, marketing, supply chain, IT. Et puis, on a un business model un peu particulier. On n'a pas beaucoup de catalogues. On n'a pas de catalogues commerciaux. Donc, on embarque assez peu les équipes ventes et commerciales. Voilà. Mais principalement, ce sont ces... D'accord. Et si on pose la question côté 3M? Je dirais même les commerciaux, on les intègre, puisqu'en fait, une fois que j'ai intégré la réglementation, que je commence à comprendre les différents acronymes qui vont être utilisés, il faut que je restitue et que je communique en interne, je dirais à mes équipes, je dirais à tout le monde, hein, marketing, commerciaux, parce que c'est eux qui vont être en contact avec les clients, pour qu'ils puissent répondre, donc restituer la bonne parole et qu'ils puissent comprendre les questions que les clients vont leur poser. Voilà. Puisque quand on a dit j'ai un problème sur mon UDI, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Est-ce que c'est un problème sur le packaging? Est-ce que c'est un problème, je dirais, de passage, de transfert de données entre l'entreprise et le client? Enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, on s'aperçoit que quand le client vous dit UDI, finalement, il va vous parler d'un code EAN, pas du tout de l'UDI. Donc voilà. Donc c'est très important de comprendre et déjà d'essayer d'expliquer, en tout cas de vulgariser l'information réglementaire pour que vos commerciaux, toutes les équipes qui travaillent autour de vous, dans l'entreprise, comprennent les enjeux qu'il y a autour de l'UDI. Oui. Ah, il y a un data matrix. Voilà, et le data matrix. Voilà. Et alors, le data matrix, c'est intéressant. Il y a un QR code. La question, c'est souvent, il y a un QR code. Où il y a un QR code. Voilà, le data matrix, puisque justement, le data matrix, vous avez, en fait, réglementairement, vous avez le choix. Soit vous pouvez mettre un data matrix, soit vous pouvez mettre un code barre. GS1 128. Un GS1, voilà, merci. 128. Donc, la réglementation ne vous oblige pas à l'un ou l'autre. Par contre, le marché, lui, vous l'impose. Voilà. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et on a même certains adhérents qui vont embarquer sur un même emballage, à la fois un GS1 128 pour certains clients, un GS1 Data Matrix pour d'autres clients. Et l'important, c'est que le GTIN, qui a été évoqué ce matin, soit le même. Il faut que l'information embarquée dans les deux supports de données soit identique tant qu'à faire. Mais les deux sont possibles. Plus on peut avoir un EAN13 pour avoir le conditionnement pour les points de vente consommateurs, que ce soit au supermarché ou en officine. Alors là où ça devient intéressant, alors je ne sais plus, à un moment on avait dit qu'on aurait un slide sur le calendrier, puisqu'il y a le calendrier réglementaire et puis qui est déjà assez compliqué, le calendrier réglementaire. On a fait beaucoup plus simple que le slide du SNITEM ce matin qui incorporait beaucoup de choses. Là, on a vraiment concentré les Parce qu'il y a le calendrier réglementaire, mais je veux dire qui fixe quelque part les obligations. Mais après, derrière, il y a la vraie vie et puis il y a les gens qui anticipent, ceux qui s'y prennent au dernier moment, voire quelquefois peut-être en retard. Et donc, on a affaire, je dirais, moi en interne, j'ai des business units qui ont déjà fait les transferts, d'autres qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, j'ai des clients qui tout de suite vous demandent fournissez-moi vos codes UDI pour tous vos produits.
Et donc là, après, il faut leur expliquer, mais il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas encore passés MDR, etc. etc. Donc tout ça, donc faut être pédagogue et puis un peu démystifier. Je veux dire, on a, même si ça ne se passe pas, je dirais, même s'il peut y avoir des bugs, et il y en aura des bugs, je dirais l'essentiel, enfin, moi en tant que pharmacien, c'est que le patient ait son produit. Voilà. L'objectif de tout ça, on parle de sécurité patient, bien évidemment. Ça, c'est vraiment la chose qu'on a tous en tête et qui doit habiter toutes les décisions qui sont prises. Je voudrais revenir sur le calendrier, notamment pour ceux qui n'ont pas commencé. Votre calendrier est très, très, très serré. Quand on commence à creuser le sujet, qu'on met en place les charges de travail par direction, par service, par personne, ça vous prendra un temps monstrueux pour faire la mise en place de l'UDI. Toujours pour vous provoquer, on s'est aperçu en faisant ce calendrier que l'approvisionnement matière a changé ces derniers mois et ces dernières années. Je rejoins ce que disait Cédric au début. C'est effectivement quasiment structurel. Quand il fallait 4 mois pour avoir un tube, maintenant il en faut 6 ou il en faut 7. Ça doit faire partie de votre calendrier UDI, bien sûr. Les changements produits, changements sous-traitants. Et alors, je le dis, notre approche laboratoire TA, c'est que pour l'instant, nous n'avons rien rentré dans EUDAMED, très simplement parce que je ne veux pas faire 3 fois le travail, qu'il est un peu urgent d'attendre que ce soit bien mis en place, et surtout que nous soyons bien accompagnés par des éditeurs de logiciels. Et c'est là que c'est important, en effet, d'avoir un consensus, d'avoir une harmonisation des pratiques, des bonnes pratiques, avec des standards de référence reconnus dans 150 pays dans le monde, grâce aux 116 agences GS1 de par le monde, qui vont pouvoir avoir des standards embarqués dans toutes les offres disponibles sur le marché. Donc ça fait partie de notre travail de pouvoir diffuser les standards pour qu'ils soient utilisés par le plus grand nombre, pour qu'on ait vraiment une harmonisation des pratiques. Donc ça rejoint cela. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent là-dessus. Et EUDAMED a fait une release en début de semaine en débuguant pas mal de choses. Est-ce qu'on peut enchaîner, merci messieurs, avec Pascal pour les solutions en effet qui sont à déployer? Alors, quelles solutions déployer par rapport à ça? Alors, je suis entourée de 2 opérateurs qui sont, on va le dire, des gros opérateurs au final. Parce que dans le secteur du dispositif médical ou du diagnostic in vitro d'ailleurs, on a beaucoup de start-up et de PME avec des périmètres produits qui sont assez étroits au final et avec peu de ressources en interne. Ce qui veut dire que concrètement, quand ces entreprises se retrouvent à une problématique pour comprendre comment attribuer UDI, 2, comment la poser, 3, comment est-ce que ça s'inscrit dans leur stratégie réglementaire, 4, comment ça s'inscrit dans les délais qu'ils ont pour avoir le marquage CE ou pas. Ils ont forcément un besoin de mutualisation qui est important parce que seul, aujourd'hui, dans le secteur du dispositif médical, on n'y arrive pas. Donc c'est vrai que des forums comme aujourd'hui sont des éléments qui sont assez essentiels pour pouvoir échanger et partager sur les pratiques. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers les opérateurs qui sont les opérateurs qui ont la main, quelque part, sur la codification et qui peuvent apporter du support. Ça, je pense que c'est la première chose dans notre secteur. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler seul et isolé. Il faut vraiment avoir ces capacités dans des espaces comme celui-ci de pouvoir partager. La deuxième chose, et je crois que mes 2 collègues de table ronde l'ont suffisamment dit, on est sur quelque chose qui se fait en mode projet. On ne peut pas réfléchir seul au niveau réglementaire sur le déploiement. Ce n'est pas qu'un sujet réglementaire et ce n'est surtout pas un sujet réglementaire. C'est un sujet d'IT, c'est un sujet de logistique. Et puis je rajouterais par rapport aux acteurs qui ont été cités, un autre acteur qui devrait, à mon sens, être systématiquement intégré, en tout cas par les fabricants et même les distributeurs d'ailleurs ou les importateurs, c'est votre service juridique.
parce que ce que l'on voit, en tout cas ce que je vois aujourd'hui en allant auditer les entreprises fabricants sur du 13485 en particulier, c'est qu'on va souvent regarder quand même les quality agreements qui ont été signés par les fabricants et les distributeurs. Et aujourd'hui, on trouve assez peu au final d'informations sur comment ça va se passer en matière de traçabilité, d'archivage du UDI, qui s'en charge. Surtout dans un secteur où les distributeurs parfois confient leurs produits également à des dépositaires qui, au final, eux, ne sont pas des distributeurs au sens réglementaire. Et on ne retrouve pas forcément les informations qui vont bien dans la relation distributeur-dépositaire. Donc, voilà, avoir son juriste sous le coude, ça peut être pas mal pour sécuriser la relation et également dans le cadre de ces projets. On rajoute donc le service juridique à la liste. Voilà, à la liste. Oui, et pourquoi on l'oublie? Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Eric. Pourquoi on l'oublie? Parce que c'est l'un des premiers jalons que nous avons commencé dans notre projet. Donc on l'a commencé il y a très très longtemps, ces services agréments. Et effectivement, dedans, nous avons 2 annexes. Une annexe RACI pour la stérilisation médicaments et une annexe RACI pour le medical device et l'UDI. Absolument. Donc vraiment essentiel de les intégrer, je pense, dès le début du projet. On a des outils qui sont à disposition. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a ASMIL, MDCG, Guidelines qui sont à disposition. Mais il y en a un quand même qui est assez intéressant, qui date de 2021. C'est le 2021-19 de son petit numéro, qui vous permet d'avoir une idée de comment intégrer UDI dans votre système de management de la qualité quand vous êtes fabricant et certifié ISO 13485. Donc, celui-ci, si vous êtes fabricant, il est vraiment essentiel de le prendre en compte et de le suivre parce qu'au final, il est assez bien fait et ça vous permet de lister tous les processus dans lesquels vous allez devoir intégrer un petit bout de UDI. Et rien que ça, on le trouverait dans tous les systèmes de management de la qualité. En 13485, ce serait, je pense, une aide assez structurante pour les opérateurs pour déployer le UDI en tant que tel. Et comme vous le savez, un système de management de la qualité, il ne fonctionne pas si vous n'avez pas d'implication de la direction. Or, un déploiement du UDI, ça représente des budgets qui sont conséquents, ça représente des ressources qui sont conséquentes. Et donc, ça nécessite avant tout une implication forte de la direction dans son déploiement. C'est un projet en tant que tel au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, ça veut dire que concrètement, dans votre système de management de la qualité, vous allez aller toucher à tout ce qui est relatif au design, au développement, à la conception, à la gestion des incidents, aux enregistrements avec les autorités et également à l'archivage. Donc, on voit tout de suite que UDI, on en retrouve des petits bouts juste partout. D'où l'intérêt d'avoir une information qui soit standardisée, qui soit harmonisé et qui soit partageable. On reviendra là-dessus cet après-midi sur les échanges de données. Est-ce que tu voudrais rajouter juste un quelque dernier chose? mot, c'est que certes, aujourd'hui, le système de management de la qualité en 13485, il se déploie chez qui? Il se déploie chez les fabricants. Donc en général, les fabricants ont effectivement intégré cette disposition sur UDI un peu dans tous les processus. Les distributeurs, eux, ils n'ont pas d'obligation aujourd'hui d'être certifiés 13485. Exact. Et oui. Et donc, du coup, il faut l'intégrer dans les processus de l'entreprise. Et j'avoue que quand même, avoir un petit système de management de la qualité, même chez les distributeurs, ça pourrait aider dans un certain nombre de cas à déployer ces éléments-là. Au-delà de la contractualisation et du quality agreement que vous pouvez avoir avec les fabricants, ça permettrait quand même de supporter et d'encadrer tout le déploiement du système. Alors le SMQ, c'est essentiel. Après, bon, là je parle en tant que distributeur. Après, les technical agreements, je dirais, c'est moins... pourtant, je suis pharmacien responsable et je connais le sujet. C'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire, c'est évident qu'il faut des technical agreements quand vous avez des relations, je dirais, particulières et complexes avec un intervenant. Un sous-traitant, c'est obligatoire d'avoir des écrits. Quand vous êtes dans une relation simple, je vends mon produit, je dirais il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que quand vous mettez en place un technical agreement,
On est toujours assez bon dans la réactivité, c'est-à-dire qu'on met en place l'outil, on met en place le contrat. Là où on a un peu plus de mal, c'est pour le mettre à jour. Et on s'aperçoit que 6 mois, 1 an, 2 ans après, tout est faux. Et donc après, quand vous vous faites inspecter, c'est là où ça fait mal. Donc vous donnez le bâton pour vous faire battre. Après, et puis, j'en parlais surtout dans la relation entre le fabricant et le distributeur, pas les sous-distributeurs du distributeur, les distributeurs à titre individuel. Voilà, donc je dirais ce qui est important, c'est ne complexifions pas la structure quand il n'y a pas besoin qu'elle le soit. C'est déjà suffisamment, le sujet est déjà suffisamment complexe. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une vue d'ensemble et une connaissance en fait des risques que vous avez. C'est pour ça que l'analyse de risque est importante. L'analyse de risque, donc une vue d'ensemble, une approche mode projet, donc c'est bien ce que j'ai entendu si je résume un petit peu, et en impliquant tous les services qui peuvent être concernés dans votre organisation. Donc ça, c'est vraiment important de partir en mode collaboratif à l'intérieur de la société. Communiquer, informer, et ça n'arrête pas. Enfin, je veux dire, c'est... Et j'ajouterais un dernier point, c'est que ça s'anticipe. Les dates, on les a. Le contexte d'attribution, on l'a. Donc je pense qu'il ne sert pas à grand-chose d'attendre début 2024 pour attribuer des UDI à l'ensemble de vos legacy products. Parce que là, ça risque d'être vraiment... Oui, on est d'accord, et c'est vraiment un message que nous passons avec Valérie quand nous avons des adhérents ou des non-adhérents avec qui nous échangeons au quotidien, pour les inviter à commencer à mettre en place leur UDI sur les legacy devices sans attendre. Parce qu'il y aura tellement d'autres enjeux en 2024 pour être compliant avec le règlement que on est là pour vous aider avec les standards, pour pouvoir les mettre en œuvre le plus tôt possible. Comme ça c'est fait. Et vous avez déjà une traçabilité qui sera effective, beaucoup plus facile à suivre parce que le standard sera déjà reconnu. Vous avez déjà des dispositifs aux États-Unis qui embarquent l'UDI pour la FDA dans la Good ID. Et donc, il y a déjà tout un tas de fabricants, en effet, qui sont déjà compliant au niveau de l'UDI sur des legacy devices. Donc, si on rebondit là-dessus, merci beaucoup pour ces idées et toutes ces valeurs ajoutées que vous pouvez présenter ce matin. Quels sont les bénéfices que vous voyez au quotidien, justement, à embarquer nos standards, les standards GS1 sur vos dispositifs et dans votre organisation? Je dirais le premier avantage, c'est la standardisation, la normalisation. Je dirais que... au final, je dirais à la fin, il ne faut pas oublier qu'au départ, comme tu l'as dit en introduction, l'outil, il est mis en place pour la sécurité du patient, pour pouvoir faire, je dirais, une traçabilité correcte. Je dirais, moi j'écoute les nouvelles, en ce moment dans le monde alimentaire, voilà, on voit que c'est important d'avoir une bonne traçabilité. Donc ça, c'est quand même l'objectif principal. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que qui dit traçabilité dit c'est toute la chaîne, hein, c'est-à-dire c'est du fabricant jusqu'au patient, et on sait que nos chaînes de distribution de dispositifs médicaux, c'est pas très, enfin ça peut être très compliqué, voilà. Mais je dirais qu'une fois que, avec l'intégration, quand tous nos dispositifs auront un UDI et que je dirais que tout le monde au long de la chaîne sera capable de le lire, je dirais on aura atteint l'objectif. Voilà. Déjà une bonne partie de l'objectif. Donc ça ne se fera pas. Après, c'est clair que ça ne se fera pas. Je pense que le 20, je ne sais plus quel est en 2025 ou même 2027, j'ai peur qu'on n'ait pas encore... enfin, en tout cas, partout, cette traçabilité complète. Mais en tout cas, je dirais, c'est lancé et ça ira quand s'améliorera. Merci. Est-ce que, Étienne, tu as quelque chose à rajouter sur les bénéfices liés au standard? Bien sûr. La mise en place de l'UDI Europe, pour nous, c'est un pied à l'étrier pour se préparer à l'UDI Arabie Saoudite, à l'UDI Brésil, à l'UDI Canada, donc une traçabilité mondiale. Je voulais aussi revenir sur le bénéfice que ça nous apporte, parce que ça nous a réveillés, sur la gestion des master data. Mon meilleur ami actuellement s'appelle Excel, de chez Microsoft. Et
chez nous, nous n'avons pas SAP et ses 20 000 tables et qui structurent forcément la gestion des data dans une entreprise. Donc la question se pose de savoir comment gérer ces data, comment respecter des data integrity dignes de ce nom, comment suivre le GAMP5, comment suivre Alcoa+. Et ça a remis sur la table, enfin la sérialisation médicaments avait commencé, et là l'UDI finit de remettre sur la table cette gestion des data qui doit être au niveau de ce qui nous est demandé dans le règlement. Et ça tombe bien parce qu'on a un standard pour ça, la fiche produit dispositif médical, et on reviendra sur ce sujet-là, Aurélie l'a évoqué ce matin, et on reviendra dessus après le déjeuner justement pour vous en présenter tous les bénéfices. Donc, mais c'est en effet très important d'embarquer pas uniquement l'identification et le marquage, il y a aussi tout le partage de données qui fait partie de la traçabilité. Et le dernier point, c'est, il me semble, je vois arriver un mélange des genres entre les GTIN RX et les GTIN UDI, puisqu'un certain nombre de réglementations nationales commencent à demander de la sérialisation, j'allais dire médicaments, mais de la sérialisation sur de la cosmétique, sur de la nutrition, sur des medical devices de manière systématique. Alors qu'on pensait que ces domaines-là étaient extrêmement cloisonnés par statut de produit, nutrition, cosmétique, drugs et medical device, alors qu'en fait, chaque autorité nationale vient commencer à vouloir appliquer ce qui se fait de bien chez les autres. Et peu importe le statut du produit. Mais en fait, c'est vivant. Les standards sont vivants et en effet, il y a des groupes de travail sur tout un tas de sujets sur les différentes filières qui ont été présentées ce matin par Cédric, où il y a des réflexions autour de l'embarquement d'informations supplémentaires dans des domaines qui ne sont pas aussi réglementés aujourd'hui que la santé. Et si vous n'avez pas une base de données digne de ce nom pour gérer les spécifications par pays et par statut de produit, c'est un cauchemar. On en est bien d'accord. Et on va revenir dessus justement cet après-midi. Pascal ? Je pense que pour finir, je dirais qu'il ne faut pas perdre l'objectif et le côté pragmatique. La finalité, c'est quand même de tracer des produits, de retrouver de l'information, de donner de la transparence à tous les acteurs et surtout aux acteurs finaux que nous sommes tous au final, des patients potentiels, des utilisateurs. Et qu'aujourd'hui, on a quand même dans notre secteur une absence de transparence sur les données, d'une manière générale, données liées au marquage HCE, données liées avec l'évaluation clinique, données liées à la vigilance, et que cet identifiant unique, c'est quand même sa finalité, c'est de pouvoir donner à tous une information qui est objective, qui est claire, qui est vérifiée et qui est publique. Donc on a tous, à titre individuel, un intérêt majeur à ce que UDI se déploie. Et puis, en tant qu'acteur de la chaîne de distribution, en tout cas de mise à disposition de dispositifs médicaux, on a tout intérêt également à sécuriser nos chaînes, à la fois en matière d'approvisionnement, de logistique, de distribution. Et aujourd'hui, UDI peut répondre à ces éléments-là. Après, il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de quelque chose qui a un objectif relativement simple et clair, une usine à gaz. Et donc, je pense qu'il est utile de garder, dans la stratégie de l'entreprise en tout cas, une image qui est l'image de la finalité du produit, de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et ça permet de prendre derrière des décisions qui peuvent être pragmatiques au sein de l'entreprise, de faire des choix, comme Étienne le fait au quotidien, sur OK, go ou no go. Et si je ne le fais pas, c'est quoi le risque? Et c'est quoi le risque pour l'entreprise? Et c'est quoi le risque in fine pour le patient? Voilà. Merci à vous trois pour ces éclairages. J'espère que ça vous a apporté de la matière pour réfléchir en effet à la mise en œuvre de l'UDI dans votre organisation si vous n'avez pas encore démarré. Mais on a bien entendu qu'il était urgent, très urgent de démarrer si ce n'est pas encore le cas. Et nous pouvons passer à une séquence de questions. Donc, y a-t-il des questions déjà dans la salle ? Oui, bonjour, Anne-Françoise Germe, je suis pharmacien au CHU de Lille et membre de la commission technique Pharmat. Il y a eu des questions qui ont été posées, je ne vais pas répondre à tout, mais je vais donner un point de vue utilisateur final à l'hôpital.
Au CHU de Lille, on gère un catalogue de 35 000 références. On a plus de 400 fournisseurs à notre catalogue. Donc ce que vous me dites là m'inquiète beaucoup quant à ce qu'on va en faire dans le futur. C'est-à-dire que toutes les questions que vous posez, nous, c'est fois plusieurs. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Pascal, parce qu'il faut rester pragmatique. Et ça a été créé pour permettre une transparence par rapport aux patients et une bonne traçabilité. Alors la question que vous posez, Monsieur Granier, de savoir, est-ce que demain je maintiens ma référence? Je vous en supplie, oui. Parce que comment est-ce qu'on prescrit un dispositif médical implantable? Est-ce que vous pensez qu'un chirurgien va prescrire avec 25 chiffres? Déjà, sur les références, c'est beaucoup plus facile à retenir. Et déjà, on a des erreurs de prescription qui peuvent être dramatiques. Comment demain vous voyez la prescription de dispositifs médicaux implantables? Ou alors il faut un système totalement intégré avec des référentiels super intelligents. Aujourd'hui à l'hôpital, je vous rassure, on n'a rien de tout ça. Donc j'aurais envie de vous dire, oui, moi en tant qu'utilisateur, je pense que ça reste important parce qu'on retient mieux une référence et on sait les reconnaître dans un catalogue de 35 000. Juste. La pédagogie, je suis absolument d'accord avec vous. Effectivement, vous avez parlé qu'il y a beaucoup de questions d'utilisateurs hospitaliers. Moi, je peux vous dire que j'ai également des soucis, entre guillemets, avec les personnes qui viennent me voir pour me présenter leurs produits, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est un IUD. Donc, la pédagogie, je suis d'accord avec vous, elle est compliquée, déjà entre hôpitaux et fournisseurs. Et au sein des établissements, je peux vous dire que faire passer ce concept à une population médicale ou paramédicale, c'est loin d'être simple et pourtant c'est très important. Alors après le reconditionnement, on pourrait en reparler. Le fait d'aller jusqu'à l'unitaire, il faut rester pragmatique. Nous, ce qu'on veut déjà dans un premier temps, c'est bien tracer ce qui est critique. Et effectivement, est-ce que demain, ça va être un argument par rapport à des choix dans le cadre de marché appel d'offres, dès lors que c'est non conforme? Oui, bien sûr. Mais nous, hospitaliers, déjà, si on pouvait avoir une belle lisibilité et quelque chose qui soit bien décliné sur ce qui est critique, ça nous ferait déjà beaucoup de bien. Voilà. Je dirais normalement, dans le calendrier, justement, le calendrier a prévu que les produits qui sont normalement tracés, ça doit être les classes 3 implantables. Ça doit être déjà le cas. Après, il y a les écoulements de stock, mais bon... je suppose que c'est normalement on commence par les plus critiques. Voilà. Après, concernant, je dirais, l'éducation, la communication, bah, c'est répétitif. Hein, je dirais. Moi, la question que j'ai eue ces dernières années du terrain et même des professionnels de santé, est-ce que votre produit est stérile? Il y a un symbole pour ça. Voilà. Et déjà, moi, j'éduque toutes mes équipes à expliquer que l'explication, enfin, ce que veut dire les symboles qu'il y a sur les packaging. Voilà. Les questions, donc, c'est du basique, mais on fait que ça, et c'est vrai que c'est du long terme, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a un sacré volant d'éducation. Hein. Merci beaucoup. Et puis on reviendra sur les sujets du DMI. En fin de journée, justement, Anne-Françoise Germe participera à la table ronde sur le dispositif médical implantable, où il y a en effet énormément d'enjeux présents et à venir. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Et après, on peut passer à des questions en distanciel. Bonjour, Stéphane Titeux, Société Abelliance. Alors moi aussi, mon ami est un peu Excel. Hein. J'ai un peu le même problème, effectivement, que ce soit un distributeur ou fabricant. Tout à l'heure, vous avez dit, effectivement... Alors, c'est un peu ce qu'a présenté aussi Laurence. C'est aujourd'hui, vous êtes deux grosses entreprises dans le DM et dérivé. Hein. Vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup de très petites entreprises, voire la majorité des très petites entreprises. On est 100% d'accord, c'est-à-dire que pour certains, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un UDI, voire pour certains, pour la vécu, je vous assure qu'ils ne savent même pas qu'il y a un règlement, parce que c'est des produits à côté. Est-ce que vous avez une idée, alors ce n'est pas un chiffrage que je vous demande, mais je sais, ce n'est pas facile, mais à un moment donné, il faut aborder le sujet aussi, c'est en termes de temps, quand on démarre, on va dire sur un produit, sur un ou deux produits,
le temps pour... Alors je vous demande pas de passer au niveau règlement, mais rien que l'UDI. Est-ce que vous avez une idée un peu de combien de temps ça vous a pris, vous chez 3M, vous chez Laboratoire TA? C'est pas facile, hein, je sais. Alors, nous, on n'est peut-être pas un bon exemple puisqu'on est une multinationale, mais américaine. Et l'UDI, je dirais américain, a déjà un an d'avance, non? Plus d'un an d'avance par rapport à, je dirais, à l'UDI européen. Par contre, là, je dirais, on n'en a pas parlé, mais je dirais le gros avantage de l'UDI, c'est qu'il est à peu près normalisé entre les États-Unis et l'Europe. C'est quand même un événement. Même si ce n'est pas du 100%, il y a quand même à peu près les mêmes règles. Voilà. Donc après, le temps, c'est clair que ça prend du temps. Hein, parce qu'on pense, une fois que vous avez votre codification, je dirais le gros du travail n'est pas terminé, puisqu'après, il y a tout le physique, c'est-à-dire packaging, etc., écoulement des stocks, voilà, mise à jour de vos dossiers, etc., etc. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Alors après, c'est toujours pareil, on parle de PME et de grandes entreprises. Les grandes entreprises, elles ont sûrement plus de moyens. Après, c'est un paquebot, hein, c'est que c'est plus lourd. Donc on est moins agile qu'une PME aussi. Hein. Effectivement, on est moins agile qu'une petite entreprise et c'est vraiment lié à la volumétrie. Nous, on a commencé déjà le vrai projet a commencé depuis 1 an. Il y avait un pré-projet avant, puisque ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on travaille dessus. Mais ça fait donc un vrai projet qui commence 2 ans avant. Notre date butoir qui est le 26 mai 2023, puisqu'on est en classe 2. Et ça dépend effectivement de votre volumétrie et de vos périmètres. Nous, on a plusieurs centaines de medical devices, on a tous les pays d'Europe, on a une dizaine de sous-traitants de fabrication qui font du medical device pour nous. Voilà notre périmètre et notre définition. Je dirais que l'attribution du UDI en tant que tel, c'est rien. 10 minutes pour l'adhésion chez GS1. Voilà. Et la codification, grâce à l'outil Code Online, ça peut être extrêmement rapide. Donc, avoir un UDI pour son produit, c'est le truc simple. Ce qui est plus compliqué, c'est l'amont et l'aval. En amont, pourquoi? Parce que si vous n'avez qu'un seul produit, encore, ça va. C'est-à-dire que vous allez assez facilement définir votre stratification et votre stratégie réglementaire, le nombre de dossiers techniques que vous allez avoir. Vous n'en aurez qu'un. Voilà, donc tout est simple. Quand vous commencez à avoir plusieurs produits qui répondent à la même finalité, qui sont de la même classe de risque, etc., donc qui répondent aux critères de pouvoir avoir un seul UDI de base, là, vous commencez à faire un peu de gymnastique en interne en vous disant, OK, donc comment est-ce que j'organise mes dossiers techniques pour avoir le moins de mises à jour à faire? Et donc, du coup, je vais avoir un UDI de base qui va être référent dans ce DT. Donc là, il faut commencer à réfléchir un petit peu de comment on le fait. Après, vous avez d'autres problématiques qui peuvent être liées à d'autres types de produits. Vous faites des assemblages, vous faites des logiciels, voilà. Vous faites beaucoup de change sur des logiciels, puisque vous êtes en mode agile. Donc ça nécessite une certaine agilité qui n'est pas forcément celle du UDI. Voilà. Donc voilà. Toutes ces questions-là sont plus des questions de stratégie réglementaire que vous devez mettre en œuvre en amont en fait de l'attribution de votre UDI en tant que tel. Et puis ensuite, il y a le post, comme le disait si bien Étienne. Voilà, comment est-ce que concrètement je le mets en place et je le déploie sur mes lignes de production avec parfois des fabricants légaux qui vont demander l'attribution du UDI mais qui vont sous-traiter l'intégralité de leur production à un tiers. Et donc, il faut intégrer dans la boucle et qu'il faut faire monter à bord et faire comprendre l'enjeu du UDI et de comment ça doit s'articuler avec également la mise à jour des dossiers réglementaires, la libération des produits, etc. etc. Donc voilà, donc, l'attribution, c'est rien. C'est toute la réflexion que vous avez en amont sur la stratégie et en post sur la gestion du projet. Alors, 2 ans, on est effectivement sur un délai qui est important. Ça peut être réduit. Mais ce qui veut dire que concrètement, en 2023, si vous n'y êtes pas maintenant, c'est qu'il est urgent de s'y mettre. Merci pour ces réponses. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Pas pour le moment, on peut enchaîner avec des questions à distance.
On a une question à distance. Qu'une personne se pose, qui se dit est-ce qu'il y a une obligation ou doit-on assigner 2 GTIN différents pour un même produit parce qu'il n'est pas commercialisé par le même opérateur? Comment est-ce que ça se passe? Je renverrai la question. De quel opérateur parlez-vous? De distributeurs, Ok, des distributeurs fabricants, de distributeurs différents, pardon. Notion de Alors, si on parle d'un produit qui a un seul fabricant légal et qui va avoir plusieurs distributeurs, on va avoir le même UDI. Si vous parlez des produits qu'on pourrait appeler à marque blanche, OBL, OEM, là pour le coup, le fabricant légal, c'est celui qui s'appelle aujourd'hui le distributeur, mais qui n'est pas vraiment distributeur parce qu'il est quand même fabricant légal au titre de la réglementation. Et auquel cas, étant donné qu'il est fabricant légal et qu'on a un même produit, soit la même conception, le même design, tout pareil, mais qu'on n'a pas forcément le même packaging, avec pas le même nom de marque, pas la même référence, pas le même fabricant légal, alors vous avez 2 UDI. un code, un produit. Un code, un produit. Merci Pascal. Je pense que ça doit répondre à la question. Et j'en ai une autre qui a été posée. Que recommandez-vous pour les acteurs de l'optique, lentilles, verres, montures, lunettes, loupes, alors que les dernières MDCG recommandent toujours d'attendre? Et Eudamed recommande également d'attendre pour charger de la donnée. Les implants oculaires. Mais, attendez. Malheureusement, si vous faites autre chose, vous avez une prise de risque. Et cette prise de risque, elle est extrêmement coûteuse parce que ça veut dire que vous mettez en place des systèmes de prod qui sont différenciés, etc. Tout votre système, en fait, repose là-dessus. Donc les coûts sont juste, sauf si vous êtes une entreprise qui a la capacité à investir de manière massive sur quelque chose qui est totalement incertain. Dans quel cas, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'il y a peu d'entreprises qui sont dans ce cas. Bonjour à tous. Gilles Lefebvre, j'appartiens au groupe Essilor Luxoptica. Donc on est directement concernés et on travaille avec Laurence et puis Aurélie. Voilà. Donc aujourd'hui, la stratégie du groupe, elle est très claire. C'est pas clair, on fait rien. En sachant que groupe international, 170 000 personnes à travers le monde. Donc on fera rien. C'est vrai que c'est une grande complexité et GS1 travaille toutes les semaines avec un groupe de travail au niveau international, avec la Commission européenne, pour l'instant, pour essayer de réfléchir à la codification des lentilles de contact. Donc on n'est pas sur du verre optique encore, on n'est pas sur ce qui avait été présenté ce matin par le SNITEM concernant les produits de grande série qui peuvent être aussi dans l'orthopédie. Donc vous êtes coincés sur ces sujets-là, sur l'optique. Et pour ne rien vous cacher, on voulait un sujet optique ce matin ou cet après-midi et on a préféré décaler parce qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de répondre avec une offre qui puisse satisfaire les exigences de la réglementation. Je reviens. La problématique de la lentille de contact, elle est très simple. Une fois qu'elle est sortie de son emballage, il n'y a plus de code dessus. Donc nous, on réfléchit éventuellement pour mettre une gravure, mais comment la mettre? C'est le principe de la pièce qui est sur le satellite. Une fois que le satellite il est parti, oui, il est parti. Le récupérer, c'est impossible. Donc la lentille, elle est dans son emballage, elle a son code. Vous la sortez de l'emballage, vous la posez sur l'œil. Comment on fait? Pour l'instant, on n'a pas de solution technique. Merci. Donc, il est urgent d'attendre. C'est bien ça. Est-ce qu'on a le temps pour encore une question? Ça va être juste après. Il y a quand même beaucoup de questions qui sont posées via le chat sur les réseaux sociaux. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de les prendre une par une, de pouvoir y répondre à chacune des questions.
Et pour toutes les personnes qui se sont inscrites à cet événement, lors du compte rendu, vous recevrez toutes les réponses à toutes les questions qui auront été posées aujourd'hui pour ne pas en rater. Voilà. Et on vous propose du coup une pause déjeuner. Une pause déjeuner, après toutes ces émotions, toute cette intensité sur la technique de la codification et de l'identification. Et nous nous retrouvons à 14h15